Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Anthony Siro, qui est directeur général de VMware France. Anthony Siro, bonjour. Bonjour Guy. Alors, juste une petite précision avant de démarrer. Je tiens à dire que, en fait, on fait ça dans les conditions sanitaires qui sont demandées, c'est-à-dire que on a mis nos masques avant, jusqu'au début de l'interview, et on les remettra après. Et puis, comme vous pouvez voir, on est à plus d'un mètre, voire 2 mètres de distance. Donc, on est dans le respect des règles qui nous sont imposées déjà depuis un certain temps. Alors, Anthony Siro, on commence toujours par cet entretien, par une actualité, donc la vôtre, qui n'est pas liée spécifiquement à VMware, mais qui est liée, je dirais, quand même à la vie de notre secteur. Est-ce qu'il y a un élément qui a retenu votre attention ? Alors effectivement, dans le domaine de l'IT, on a vu le débat autour de la 5G et aussi la fin des enchères de la 5G entre les différents opérateurs. Donc pour nous, c'est un point qui est extrêmement important, puisqu'il est vraiment porteur d'innovation, puisque d'ailleurs notre CEO, Pat Gelsinger, a même annoncé la semaine dernière que ce serait probablement la fin du Wi-Fi avec la 5G, sachant qu'il est co-inventeur du Wi-Fi lui-même, vous voyez. Donc c'était important pour lui de le dire. Donc effectivement, ça va nous amener surtout des capacités pour le domaine applicatif, pour les nouvelles applications, Internet of Things, qu'on développera aussi tout à l'heure, puisqu'il y a aussi de l'impact sur les architectures logicielles, sur la manière dont les applications sont développées pour les entreprises. Très bien. Alors, d'ailleurs, est-ce que les enchères vous ont un peu surpris ? C'est-à-dire qu'on est allé un petit peu au-delà de ce qui était prévu en termes de rentrée financière, si je puis dire, pour l'État. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont surpris un peu, ou plutôt le fait que les 4 opérateurs se soient répartis de manière pas trop surprenante, les différentes fréquences ? Oui, je pense que les poids respectifs ont été respectés. Voilà, finalement. Après, sur les prix, j'ai lu beaucoup de choses, des déceptions, des gens contents de part et d'autre. Donc, c'est assez difficile, en fait, de savoir exactement qui est satisfait ou non. Maintenant, ce qui compte, c'est le déploiement. Voilà, je pense que, comme tout le monde, on attend le déploiement. Très bien. Alors, le deuxième point aussi qu'on aborde avec les personnes qu'on reçoit chaque semaine, c'est on n'est plus dans la phase de la première vague, si je puis dire, du Covid, mais il y a eu la rentrée où il y avait une espèce d'euphorie post-vacances. Et puis là, la semaine dernière, il y a eu de nouvelles annonces qui ont, avec cette annonce qui n'a surpris pas grand monde, finalement, le couvre-feu. Donc, c'est un confinement partiel. Comment envisagez-vous cette nouvelle manière de fonctionner? L'idée, c'est vivre avec, mais vivre avec pendant très longtemps, en tout cas pendant de longs mois. Donc, comment vous vous organisez et comment vous voyez les choses? Alors, si vous voulez, nous, on a basculé dès le premier confinement en mars, toute la filiale française en télétravail, en fait. 100%. 100%. Donc, on a restreint au maximum aussi les interactions sur site pour les clients. On a gardé vraiment les interventions critiques, évidemment, en respectant les critères sanitaires, lorsque les interventions devaient avoir lieu. Donc, pour nous, c'est une continuité des opérations. Tout s'est bien passé parce qu'on a le matériel, on est équipé en mobilité pour pouvoir fonctionner et accéder aux ressources de l'entreprise de n'importe où, en fait. Bon, il est clair que la nouvelle situation de travail, c'est d'être n'importe où, en fait. Donc ça, les entreprises ont commencé à s'en rendre compte pendant la première phase. Là, on va rentrer dans le dur, si je puis dire, là-dessus. Il faut pouvoir être en situation de mobilité et accéder aux ressources de l'entreprise. Donc ça a un impact qui est très très fort. Maintenant, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est effectivement le fait que ça dure. Donc on est assez vigilant, voire même très vigilant avec nos employés. Là, le rôle du management est aussi clé, du management de proximité, avec plus d'interactions avec les collaborateurs. Il faut bien vérifier effectivement l'état de santé mentale des gens, leur donner des soupapes aussi, et surtout les laisser s'exprimer. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas brimer. C'est pas grave de dire qu'on est fatigué, qu'on a une barre à force de faire du Zoom par exemple toute la journée. Voilà, ça, le fait d'en parler parfois aide aussi. Et sur certains cas très très compliqués, on a aussi quelques procédures d'exception pour donner par exemple des temps de bureau réduits à la semaine pour certains collaborateurs. Donc c'est pas aller en télétravail, débrouillez-vous, il y a un accompagnement qui est indispensable. Exactement. Que vous mettez en place. Très bien. Alors on est content de vous avoir parce qu'il y a eu VMworld en virtuel, puisque toutes les conférences sont en virtuel ces derniers temps, il y a pas très longtemps, il y a 15 jours je crois, et donc il y a eu un certain nombre d'annonces structurantes dans la vie de VMware. D'ailleurs,
si on prend un peu de hauteur, VMware, c'est un peu une heureuse surprise d'une certaine manière, parce que la virtualisation, ça existait depuis un certain temps. IBM a raté la virtualisation sur les machines Intel, c'est ce que vous avez fait. Et puis, le cloud est arrivé, donc on se disait, bon, pour VMware, ça va être un peu compliqué. Les containers sont arrivés, et puis finalement, vous avez réussi vous êtes en train d'intégrer tout ça. Alors, à VMworld, il y a eu le projet Monterey, parce que maintenant, vous parlez en termes de projet qui se concrétise après avec des solutions. Donc, il y a le projet Monterey, dont l'idée est de délester un peu les CPU sur des processeurs spécialisés. On a vu ça déjà dans d'autres domaines, dans le HPC, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, et finalement, quel est l'intérêt de ce projet? Bien sûr. Alors, effectivement, le projet Monterey, à l'instar d'autres projets qu'on a pu mener, comme le projet Pacific, qui était l'intégration, on en reparlera aussi de Kubernetes dans notre hyperviseur, en fait, qu'on a livré aussi. Donc, l'objectif, c'est de livrer un produit qui s'appellera certainement pas Monterey, puisque là, on est à l'état de projet. Alors, Monterey, qu'est-ce que c'est? Ça part de l'idée qu'effectivement, il y a de la puissance de calcul dans des cartes qui peuvent être des cartes réseau, qui s'appellent des SmartNIC. Donc, au-delà juste du contrôleur réseau, il y a un processeur en plus, qui peut être de différentes technologies, dont des choses très petites comme ARM, sachant qu'il y a de l'actualité autour de ARM aussi. Et on se dit finalement, c'est intéressant de pouvoir faire tourner de la virtualisation, voire même un mini data center piloté par le logiciel sur ces petites cartes. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'Internet des objets, et avec la 5G, vous voyez, on recolle les morceaux, on va avoir des besoins de puissance de calcul applicative locale. Je prends un des exemples qui a été donné, vous voyez, c'est une éolienne. Une éolienne, c'est bien, mais il faut la piloter, il faut l'accélérer, il faut la faire ralentir, il faut la couper et compagnie. Et on a encore beaucoup d'électronique autour de ces sujets-là. Et on voit tout de suite l'intérêt d'avoir du pilotage logiciel embarqué directement sur une éolienne. Donc voilà, là je donne un cas d'usage très très simple, mais on va en imaginer aussi plein d'autres. Et on est toujours dans notre ADN, qui est le Green IT, pour de vrai, c'est pas du greenwashing, mais c'est de se dire, tiens, il y a de la puissance de calcul disponible quelque part, maximisons-la. Alors, est-ce qu'il s'agit seulement d'une question de performance, ou est-ce qu'elle va beaucoup plus loin? C'est-à-dire qu'en gros, c'est une réorganisation de l'architecture, de là où on met finalement les différents éléments de cette architecture. Oui, on revient à des architectures distribuées. D'ailleurs, on n'a pas arrêté depuis quelques décennies de faire l'aller-retour entre le... Exactement, entre le service bureau jusqu'au SmartNIC. Voilà, je pense qu'on a un bon panorama. Encore une fois, je pense que c'est intéressant aujourd'hui, avec les technologies le permettent en plus. Les containers, la virtualisation & et les réseaux aussi, parce que sans les réseaux, tout ça ne serait rien. Mais aujourd'hui, finalement, découper, séquencer une application et bénéficier de la puissance de calcul au meilleur endroit, à savoir le plus près, soit de l'élément ou de l'utilisateur, fait beaucoup de sens. Alors, est-ce que finalement il y a un calendrier pour Monterey? Est-ce que ce projet se transforme rapidement en produit? Est-ce que vous nous en dire un peu plus? Alors, on n'a pas donné de calendrier officiel. Si on regarde ce qui s'est passé, si on refait le match, on est sur une échéance 12-24 mois généralement, donc c'est à peu près ça à l'échelle de temps. Très bien. Alors justement, revenons un peu sur les deux précédents projets, Pacific et puis Tanzu. Pacific, donc ça s'est concrétisé par la version 7 de vSphere. Et donc là, pour le coup, c'était VMware est de loin le champion de la virtualisation, des machines virtuelles, et puis les containers sont arrivés, et donc vous avez intégré cette nouvelle problématique des containers avec l'idée que pour les applications, il y a des morceaux de l'application qui tireront mieux parti des containers et d'autres qui tireront mieux parti des machines virtuelles, le tout étant piloté et administré avec une seule et même console. Est-ce que finalement tout ça n'est pas quand même un peu compliqué, et est-ce qu'il y a déjà des clients qui sont passés à vSphere 7? Alors on a à peu près 45% des clients qui ont déjà basculé, vous voyez, donc l'adoption est rapide, comme souvent sur ce type de technologie, parce que les OS évoluent et compagnie, et c'est important pour le patching, de sécurité & d'être plutôt dans les dernières versions des produits. Ce qui se passe quand même, ce qui est intéressant dans le fait de pouvoir, dans l'hyperviseur, vous voyez, avoir une bulle Kubernetes, parce qu'en fait c'est ça, c'est effectivement, c'est un intérêt énorme pour les gens de la production. C'est finalement les clients qui nous ont demandé ça.
les clients se rendaient compte que, OK, les containers, c'est bien, mais quid des couches réseau de communication entre ces containers, quid de la résilience aussi de ces containers, hein. Comment je fais? Moi, je suis habitué en production à manipuler des machines virtuelles. Oui, parce que leur durée de vie est beaucoup plus courte. Et des containers, ça se mesure pas en dizaines, ça se mesure en milliers, en millions. Exactement, exactement. Donc à suivre, c'est compliqué. Voilà. Donc les clients nous ont demandé ça, puisqu'ils ont l'habitude de manipuler vSphere, la console vSphere, et dans la console vSphere, ils ont un environnement Kubernetes complet qu'ils déclenchent. Voilà, c'est très très simple à utiliser en fait. Donc il y a de l'automatisation là-dedans pour que ça puisse fonctionner, je suppose. Ah, complètement, oui. Et encore une fois, le pilotage est exactement le même. Vous déployez un cluster Kubernetes de la même manière que vous déployez des machines virtuelles. Il n'y a pas de changement. Par contre, ce qui est intéressant pour les équipes IT de production, c'est que voilà, si les développeurs vous demandent des containers, il y a zéro panique, vous allez leur servir très très vite un environnement container. Encore une fois, c'est piloté de manière logicielle, vous leur servez en quelques clics, c'est automatisé. Mais est-ce qu'on a deux environnements qui restent malgré tout disjoints, c'est-à-dire qu'on a d'un côté les machines virtuelles et de l'autre la bulle des containers, ou est-ce qu'il y a des allers-retours entre pas les vraiment, deux? puisque finalement vous êtes dans l'hyperviseur. Donc ça veut dire que les couches de communication existent entre la sphère Kubernetes et vos machines virtuelles. Ce qui permet aussi d'imaginer des applications hybrides aussi, entre un monde un peu plus legacy qui est le monde de la VM, avec des besoins qui existent beaucoup dans les entreprises, et puis le monde plutôt du cloud native, où vous dites « Ah ben tiens, j'ai besoin d'aller piocher dans mes applications legacy pour faire mon application moderne », ça c'est possible aussi avec cette offre. Très bien. Alors l'autre projet important, c'était le projet Tanzu. Donc là, l'idée, c'était le multi-cloud. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes? Parce que là encore, c'est en cours, si je puis dire. Oui, effectivement. Bon, donc Tanzu émane du rachat de Pivotal, il y a à peu près 1 an. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait rentrer directement dans le monde des applications. VMware n'était pas perçu forcément, était un bon repository pour les applications, mais on n'était pas directement dans ce sujet des applications. Donc on a aujourd'hui une offre de plateforme as a service à travers l'offre Tanzu, qui fournit un certain nombre de middleware pour développer des applications avec une méthodologie agile qu'on a gardée, qui s'appelait Pivotal Lab, donc Tanzu Lab maintenant. Mais ce qui compte avant tout pour nous, c'est notre capacité à gérer le multi-cloud, au sens où vous avez vu qu'avec l'ensemble des hyperscalers, Amazon, Azure, Google, IBM Cloud, Oracle, Alibaba même, vous avez le même panneau de contrôle en fait. Vous avez la même couche. Et nous, ça nous permet aujourd'hui de développer les applications, de les faire reposer sur la stack logicielle VMware et de les porter de manière indifférenciée sur l'ensemble des hyperscalers. Donc pour l'instant, enfin à ce jour, ils sont tous dedans. C'est-à-dire que tous les hyperscalers que vous avez mentionnés, oui, les principaux, oui, ils sont inclus dans ce... Exactement. Et on a une spécificité française, entre guillemets. Donc vous savez qu'on a des gens comme OVH qui ont été précurseurs avec nous, qui sont aussi extrêmement importants. Oui. C'est le premier... fournisseurs de cloud public européen. Donc on travaille beaucoup avec eux et on travaille aussi avec plus de 250 cloud providers locaux sur ces sujets-là. Donc vous avez au-delà des hyperscalers, vous avez 250 cloud data centers qui sont équipés aussi avec ce type de technologie. Ça donne une bonne couverture de tout ce qui existe sur le marché. Oui, et puis surtout, ça permet aux clients, quand vous discutez avec les clients, même de qu'est-ce qu'un cloud de confiance, ils ne vous disent pas forcément c'est un cloud souverain, ce genre de choses. Bien sûr que dans certaines industries régulées, ils vous le disent. Mais ce qu'ils veulent, c'est la réversibilité, en fait. C'est-à-dire que voilà, si quelque chose se passe mal, si j'ai un souci, je peux changer de provider. Ça, c'est un argument qu'on entend depuis très longtemps. Est-ce que ça se pratique? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Alors, moi, j'ai pas vu forcément de clients changer de cloud provider à la volée. Par contre, on commence à voir certains clients sur le marché qui réinternalisent ce qui tournait sur des clouds publics. Et donc, ils le peuvent puisque les deux mondes se sont considérablement rapprochés. C'est moins d'une demi-journée. Ouais. Alors, justement, c'est une bonne transition pour le prochain sujet. C'est donc, vous aviez la virtualisation des trois éléments, le réseau, le stockage et puis le traitement, enfin le calcul. Donc, tout ça a été intégré dans le Software Defined Data Center. Ouais. Donc, on voit bien ce que ça veut dire. C'est le data center softwareisé, si je puis dire. Et
Et là, donc, vous l'avez rebaptisé VMware Cloud Foundation. Donc, la sémantique est importante parce qu'en fait, on voit bien que vous êtes passé du data center chez le client vers le cloud. Donc ça, c'est très clair. Et donc, c'est la virtualisation des trois composantes. Il y a vSphere, il y a vSAN et puis il y a NSX. Est-ce que c'est un ensemble, je dirais, packagé dans lequel les composants, donc ces trois composants qu'on vient de mentionner, plus l'automatisation et l'administration peuvent évoluer de manière différenciée, ou est-ce que c'est un bloc qui évolue, je dirais, à son rythme propre? Alors effectivement, VCF regroupe l'ensemble des offres ex-SDDC chez nous. Mais vous êtes d'accord avec ce glissement sémantique exactement, qui correspond bien à votre volonté exactement. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une forme de couche logicielle, hardware, cloud, peu importe le système qu'opère la couche logicielle derrière. Donc voilà, c'est un layer qui est transverse par essence. Donc effectivement, d'où l'appellation cloud au milieu, que ce soit plus intelligible. Maintenant, VCF, effectivement, c'est avant tout un package qui est automatisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients vont choisir un cloud provider, souvent des cloud providers, choisir des couches hardware, vous avez du HCI, voilà, avec du stockage intégré, des choses comme ça. Et leur demande, c'est de dire, OK, moi finalement, ce que je veux, c'est un self-service de cloud. Je veux pouvoir fournir des environnements pré-packagés à mes utilisateurs. J'ai pas envie de passer trop de temps à installer, effectivement, NSX, vSAN. Donc, c'est un environnement à base de patterns. On connaît les couches qui sont en dessous. Donc, on travaille beaucoup avec les constructeurs et les fournisseurs de cloud public pour que l'offre s'auto-installe. Donc, ça veut dire effectivement que quand on est sur VCF, on peut utiliser les produits de manière indépendante, évidemment. Par contre, la manière dont il s'installe et se configure est automatique. Et c'est là vraiment la valeur du produit, c'est l'automatisation de toutes les procédures de production et d'installation de la plateforme. Donc ça veut dire que c'est une garantie pour eux que tous ces composantes vont fonctionner ensemble et correctement. C'est exactement la philosophie du produit. Et donc il y a quand même du versionning, je suppose. Oui, bien sûr. Et ce versionning, il garantit toujours cette... Voilà, la montée des couches les unes après les autres au fil indépendamment de l'évolution de chacune des composantes. Exactement. Et c'est là le challenge aussi pour nous. Mais c'est vraiment la valeur du produit. Très bien. Alors, il y a un autre domaine qui est intéressant dans la vie de VMware, c'est que vous procédez à l'acquisition régulièrement de beaucoup de sociétés. Vous avez mentionné Pivotal à la fin de l'année dernière, donc qui était une entrée dans un domaine qui était un petit peu étranger pour vous. Et plus récemment, vous avez fait, très récemment même, vous avez fait l'acquisition de 2 sociétés, donc Mode.net et puis SaltStack. Alors SaltStack, c'est un peu, on dit que c'est un peu l'équivalent de Ansible pour Red Hat, donc on est dans le domaine de l'automatisation. Et puis Mode.net, on est dans le domaine du SD-WAN pour les réseaux 5G. Est-ce que vous pouvez détailler un peu ça? Oui, bien sûr. Alors, SaltStack, c'est extrêmement intéressant parce que vous voyez qu'on a parlé de nos couches d'abstraction VCF, on a parlé de Tanzu. Finalement, ce que veut servir un client, c'est une pile applicative dans son cloud, peu importe qu'il soit on-prem ou dans un cloud public. Et SaltStack va vraiment nous permettre de packager des applications. Alors, des applications complètes ou des morceaux d'applications avec du Kubernetes, de la VM dont on parlait tout à l'heure. Donc vous allez fournir un pattern complet que vous allez pouvoir publier sur votre interface de cloud. Ça sert à ça. Donc ça vient bien compléter la partie d'automatisation applicative de notre portfolio. On avait vraiment tout ce qu'il fallait, nous, pour automatiser toutes les opérations et réduire au maximum toute la partie opération. Après, effectivement, on a d'autres achats qui sont plus petits et plus niches dans le monde des telcos. Il faut savoir que dans l'univers des telcos, on continue de travailler énormément avec les telcos, notamment avec la 5G, puisque vous voyez bien qu'un des enjeux de la 5G est de pouvoir servir, encore une fois, les clients aussi dans le B2B. Si demain on remplace le Wi-Fi, il faut pouvoir dire à un client, voilà, votre système ERP, je garantis, dans le grand tuyau, une bande passante de temps. D'où des acquisitions, un peu dans le monde du SD-WAN & Co, pour pouvoir bien piloter ces enjeux de bande passante qui aura lié à la 5G demain. Là, c'est de la tuyauterie, on pourrait dire d'une certaine manière. Oui, on est plus dans le garage sur cette partie-là. Mais enfin, c'est important malgré tout. Ah, oui. Il faut pouvoir mettre sa voiture dans le garage. Exactement. Comme
quasiment tous les fournisseurs, le mode de souscription, enfin d'abonnement devient prépondérant. Est-ce que vous poussez dans ce sens-là ou est-ce que vous laissez vos clients évoluer à leur guise? Et puis, est-ce que c'est pas une sorte de piège dans le sens où on le voit bien à titre individuel, on s'abonne à plein de trucs et puis on en utilise la moitié. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un piège? Et est-ce que vous donnez des outils à vos clients? D'ailleurs, vous n'avez pas cité beaucoup de clients français pour éviter de tomber dans ce piège. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, je pense qu'il faut séparer les sujets sur le SaaS. Donc, on a des morceaux du portefeuille qui sont disponibles en SaaS. Dans la majorité des cas, ils sont aussi disponibles en on-prem. Donc, on laisse la liberté de choix aux clients. Néanmoins, si on regarde les sujets, les thématiques, sur tout ce qui est end-user, vous voyez, déploiement de tablettes, de PC, le modern management de l'espace du travail, qui est important dans la situation de télétravail que connaît le pays. Prenez la PHP, dans un contexte Covid, ils nous ont demandé de déployer 2000 tablettes en 2 jours pour les patients qui étaient dans les hôpitaux, pour qu'ils puissent communiquer avec les familles, puisque l'horreur de cette maladie, c'est que les gens sont seuls à l'hôpital. Déployer 2000 tablettes comme ça en 48 heures, vous avez besoin d'un outil SaaS pour le faire. On a utilisé, donc, ça s'appelle Workspace ONE chez nous, qui a permis de déployer massivement, de vérifier l'identité des gens, de les connecter au Wi-Fi de l'hôpital, de sécuriser un peu toute cette bulle réseau pour les utilisateurs. Donc, on voit l'intérêt d'avoir du SaaS pour faire ça. Il faut aller vite. Tous les jours, il y a un patch qui sort, une nouvelle version d'un OS, un truc comme ça. L'avoir on-prem, ça devient difficile. Alors, si on a un environnement hautement régulé, bon, ok, on met des équipes et on suit le patching. Pour 80% des clients, ils veulent ce type de solution en SaaS. Ça, c'est plutôt le end-user est très SaaS, en fait, vous voyez, aujourd'hui. Après, quand on touche aux opérations au data center, là, on va rentrer dans des problématiques, loi de programmation militaire, OIV, co. Oui, on ne va pas changer du jour au lendemain. Voilà, il faut regarder. Mais il y a des morceaux que des clients, effectivement, mettent aujourd'hui dans le code public. Mais encore une fois, il y a beaucoup de débats là-dessus. Donc là, notre position, c'est liberté de choix sur ces usages-là. Et après, il faut différencier aussi. Il y a le SaaS, où on va opérer sur un cloud public, la plateforme, nous, VMware. Et il y a aussi la subscription, qui est la manière dont les clients vont acheter des licences. Voilà, il y a aussi ce sujet-là, où il y a quand même une demande de variabilisation, les fameux OPEX, où les clients, plutôt que d'avoir des investissements, préfèrent payer un loyer pour leur licence. Il y a aussi ce statut intermédiaire aujourd'hui. Très bien. Alors, il y a une dernière question un peu récurrente, c'est le positionnement de VMware par rapport à Dell Technologies. Est-ce que là, il y a des évolutions récentes dans ce domaine? Bon, VMware est très indépendante de Dell Technologies, mais est toujours dans la même famille, si je puis dire. Est-ce que vous pensez que les choses... Alors, je sais que... J'imagine comment vous allez me répondre, mais est-ce que votre préoccupation actuelle, c'est de faire en sorte que VMware garde cette autonomie par rapport à l'ensemble, même s'il y a des liens financiers entre les deux univers. Effectivement. D'abord, moi, je trouve ça bien d'être dans Dell, si vous voulez. En France, ça se passe très bien. Et puis, quand vous avez un grand frère, c'est pratique. Parfois, les grands frères, alors, des fois, vous pouvez prendre aussi des coups, il faut faire attention. Et là, c'est aussi notre responsabilité en tant qu'éditeur, effectivement, de bien marquer notre indépendance. Vous savez que notre écosystème en fait, de partenaires est quelque chose de clé. En France, on a plus de 750 partenaires actifs, certifiés, avec des certifications de très haut niveau. Des sociétés comme SCC, Axians, vous voyez, c'est important pour nous de bien garder cette indépendance par rapport à notre écosystème de partenaires. Et c'est aussi important de bien travailler avec Dell, qui a une importance sur le marché français qui est non négligeable. Oui, plus que non négligeable peut-être, non? Oui, c'est significatif. Significatif, on est d'accord, Guy. Très bien, écoutez, je crois qu'on a fait un tour très très complet, en tout cas, Anthony Siro. Merci beaucoup. Merci Guy, à bientôt.